Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Pourquoi Annie Hall dans ce cycle de 9 séances autour de Serge Danet? Bon, je pense que c'est une question d'équilibre. On a voulu prendre certains films qui étaient peut-être un peu plus difficiles, comme il y a un mois, L'Homme de marbre de Vache-Dame. Enfin, pour moi, c'était une soirée très agréable. Et puis des films qui sont peut-être qui sont plus connus. C'est le cas de Annie Hall. Alors, en fait, c'est très simple. Ce film, donc Annie Hall de Woody Allen, sort en France à l'automne 1977, et c'est la première fois, donc avec retard, mais c'est la première fois que les Cahiers du cinéma parlent de Woody Allen, et c'est Serge Danet qui rend compte du film de façon assez, voire très élogieuse, sous un titre qui fait référence directement à ce qui est sans doute la scène la plus célèbre du film, mais dont je ne vais évidemment rien dire pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. L'article s'appelle « Le cinéphile à la voix forte ». Alors c'est très intéressant, mais évidemment on en parlera beaucoup plus après. C'est très intéressant parce que cet article-ci est très élogieux. Je crois que la dernière phrase de l'article, c'est dire si le comique de Woody Allen vole haut. Par la suite, Danet va suivre à la trace Woody Allen. Il va écrire sur Comédie érotique d'une nuit d'été. Il va écrire sur Broadway d'Annie Rose. Il va rendre compte de Radio Days. Il va parler ici et là de La Rose pourpre du Caire. Il va écrire un article lui aussi très élogieux sur Zelig, mais dans un cadre particulier, dans le cadre d'une chronique sur la télévision bien connue qui s'appelle Le salaire du Zapper. Il va consacrer plusieurs pages à Crime et délit. Mais en vérité, le seul moment, peut-être avec Zelig, mais c'est déjà dans un cadre particulier où il est vraiment élogieux sur Woody Allen, c'est à l'occasion de la sortie de Annie Hall. Par la suite, ce qui va beaucoup intéresser Danet chez Woody Allen, mais d'une manière qui est toujours problématique, ambiguë, et non sans susciter chez lui une certaine perplexité, c'est qu'il voit vraiment dans l'apparition de Woody Allen une mutation dont je ne verrai pas trop parler là maintenant, parce que ce serait d'une certaine façon vous gâcher le plaisir, mais une mutation dans le rapport que le cinéma entretient, dans le rapport entre le cinéma et le public de cinéma. Voilà. Ce qui intéresse Danet chez Woody Allen et qui en même temps lui pose problème, c'est que c'est quelqu'un, Woody Allen, qui représente vraiment, à commencer par les personnages qu'il interprète lui-même, qui représente, disons, ce qu'on pourrait appeler le consommateur culturel, le cinéphile, le petit bourgeois qui aime aller au musée, au cinéma et écouter de la grande musique. Donc qu'il permet l'accession au grand écran d'un type de personnage que pendant longtemps on n'y voyait pas. Voilà. Et ça, je dirais dans la mesure où Danet ressemble quand même pas mal à ce personnage-là, mais pas seulement pour cette raison-là, ça l'intéresse, comme tout mouvement historique, ça l'intéresse et il se sent tenu de le suivre et en même temps ça lui pose problème. Voilà. Pour vous inviter à rester après la projection, nous aurons évidemment avec Jean-Paul un petit quart d'heure révélation affaire Epstein, bien sûr, sur Woody Allen et ses frasques, c'est naturel, mais plutôt après le film. Voilà. Non, tout ça pour vous dire, c'est une blague, mais c'est vrai que vu d'aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on montre Annie Hall, je suis même extrêmement content de le voir, mais c'est vrai que 50 ans plus tard, ou presque 50 ans plus tard, la perception qu'on a de Woody Allen a été évidemment modifiée par les années, parce que depuis, peut-être là c'est son troisième film comme réalisateur, quatrième film, il n'a pas réalisé Manhattan, il n'a pas encore eu cet énorme succès qui va faire de lui, d'une certaine manière, l'équivalent pour les salles de cinéma réessai, d'Ingmar Bergman, de Federico Fellini, de ces grands cinéastes de la réessai, puis ensuite il va faire une flopée de films. Aujourd'hui, l'idée reçue qu'on a de Woody Allen, elle est bien loin de celle qu'on avait, et à l'époque d'Annie Hall, celle que véhicule Annie Hall. Mais c'est très bien, ça donne aussi une perspective historique qui, je crois, est excellemment venue. Voilà. En tout cas, moi, je suis absolument ravi de revoir ce film, et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure, Jean-Paul a demandé quels étaient celles et ceux qui voyaient le film pour la première fois. Je ne sais pas si c'est pareil quand on
voit pour la première fois ou le revoit, mais en tout cas, moi, je trouve que le revoir est une drôle d'expérience. Enfin, moi, j'ai pas pu m'empêcher d'être frappé par les quelques références, et à vrai dire, il y en a un certain nombre, à des choses qui, depuis, ont pris une signification particulière dans le cinéma, et plus particulièrement par rapport à la... Merci beaucoup, Jean-Paul. Par rapport à la perception qu'on a de Woody Allen. Vous avez remarqué les références à la pédophilie, par exemple. Enfin, c'est drôle. On a l'impression qu'il y a à peu près tous les sujets qui, depuis, sont devenus, et évidemment pour des raisons qu'on ne peut que comprendre, des sujets plus explosifs, sont dans le film. Alors, on ne peut pas les mettre tous sur le même plan, mais de quoi il est question? Il est question de la pédophilie. Il y a un moment, son copain qui lui dit « mais c'est incroyable, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu le traites d'antisémite ». Enfin, voilà, c'est assez étonnant. À la fin, je crois, quand il vient le chercher à la prison, il lui dit qu'il était avec deux jumelles de 16 ans, en lui disant « imagine le nombre de combinaisons mathématiques ». Enfin, tout y est. C'est très étonnant, tout y est. Bon, par ailleurs, moi, j'étais absolument ravi de voir le film. Et je crois en particulier pour Diane Keaton, dont vous savez qu'elle est morte cet automne, je crois, et qui est quand même assez extraordinaire. Alors, ce que je vais essayer de faire avec vous, parce que je vais pas parler trop, je vais essayer de pas parler trop, c'est à la fois de parler de ce film et de parler du rapport qui existait entre ce critique de cinéma qui nous réunit un peu là au fil de ces séances, Serge Danet et Woody Allen. Et je pense qu'on peut distinguer deux choses, si on est un peu, pour être schématique. On peut distinguer d'une part le rapport qu'il avait avec ce film, à propos duquel il a écrit une critique dont je vais vous lire des extraits, qui était très élogieuse, vraiment élogieuse, et dans la critique dans laquelle il fait une place très importante et je trouve très perspicace au personnage interprété par Diane Keaton, évidemment Annie Hall. Et puis ensuite, peut-être je vous dirais, je dirais mieux que je ne l'ai fait tout à l'heure, la place qu'avait pour lui, je dirais la figure de Woody Allen. Les films de Woody Allen, mais plus encore la figure et l'itinéraire de Woody Allen. Je pense que ce sont deux choses distinctes. Et d'ailleurs, tellement distinctes que le propos que tient Danet à propos d'Annie Hall est assez... Enfin, comment dire, ce qu'il va ensuite développer à propos de Woody Allen, qui va devenir pour lui, comme souvent dans son travail, une espèce de point de repère, quoi, quelqu'un dont il va aimer, pour prendre une expression qu'il aime bien, dont il va aimer faire le suivi. Bon, ce sont deux choses très, très différentes. Alors, voilà, vous avez vu, c'est un peu subliminal. Non, j'ai envoyé tout à l'heure, je fais un peu ça toujours à la dernière minute, c'est une page de notes qu'a prise Danet quand il a vu Annie Hall. Je pense que c'est la première fois qu'il l'a vue, peut-être la seule d'ailleurs, si je ne m'abuse. Non, mais tu me diras quand tu veux que j'affiche. Bon, on peut y aller si tu veux. C'était, je pense que c'était pendant l'été 1977, et très précisément au Festival d'Édimbourg, où il était, avant d'aller faire un tour au Loch Ness et tout ça, parce qu'à chaque fois qu'il allait dans un festival, il prolongeait d'une semaine pour se balader. Et donc au Festival d'Édimbourg est montré en avant-première Annie Hall. Et bon, c'est intéressant parce que c'est assez rare finalement qu'ils prennent des notes comme ça. Et puis là, elles sont particulièrement, elles sont écrites de manière particulièrement claire. Et puis quelques mois plus tard, il écrit donc cet article que j'ai là avec moi, Le cinéphile à la voix forte. Il faut que j'arrive à prendre les feuilles. Voilà. Et si vous voulez, quand même le voilà, c'est magnifique. Quand même merci Jean-Paul, pour poser les choses un petit peu, je pense que je vais revenir au film, mais je voudrais quand même dire un truc. Pour Danet, vraiment, l'apparition de Woody Allen en France, dans le champ culturel français, est quelque chose qui marque une date pour lui. Et c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne par date. C'est vraiment quelqu'un... Il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est la manière dont le cinéma, le rapport au cinéma évolue. Et pour lui, la figure de Woody Allen, l'importance de Woody Allen dans le champ culturel français, marque une date. Et cette date, c'est... Je le disais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est... Et là, peut-être, Jean-Paul, on peut, dès maintenant, si c'est possible pour toi, parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair, lancer l'extrait audio, mais je vais l'introduire pendant une seconde. C'est l'avènement de ce qu'il appelle de deux expressions, tantôt d'une expression, disons, passée dans le langage courant, qui est le consommateur culturel, mais aussi ce qu'il appelle le spectateur adulte.
C'est-à-dire un spectateur qui va voir des films, je crois que j'en avoir déjà un petit peu parlé, peut-être d'ailleurs c'était en prévision de cette séance, c'est-à-dire un spectateur qui ne va pas voir un film d'une certaine façon au hasard, sans savoir ce qu'il va voir et en étant absolument prêt à être surpris, hein, comme d'après Danet, beaucoup de gens ont pendant longtemps fréquenté le cinéma, tout simplement parce qu'ils passaient devant une salle et qu'ils voyaient de la lumière, parce qu'ils n'avaient rien prévu ce soir-là, ils allaient au cinéma, mais un spectateur qui choisit les films en fonction de ce qu'il aime, en fonction de ses goûts. Hein, voilà. Alors, c'est assez difficile, pour moi, je dirais, de retracer cette histoire-là, parce que dans l'ère du consommateur culturel, nous, on y est depuis... Moi, j'y suis depuis toujours, d'une certaine façon. Hein, j'ai toujours connu cette espèce de segmentation du cinéma qui fait que selon qu'on aime ceci ou cela, on va plus voir un film de Woody Allen, ou plus voir un film d'Almodovar, ou plus voir un film de David Lynch, etc., etc. Mais... Pour Danet, il faudrait que je me replonge dans d'autres archives pour savoir si d'autres l'ont repéré comme lui. Il y a vraiment, avec Woody Allen, mais pas simplement, hein, à la même époque, il dirait à peu près les mêmes choses, par exemple, d'un cinéaste qui est cité ici à plusieurs reprises, enfin qui apparaît à plusieurs reprises plutôt en arrière-plan, qui est Ingmar Bergman. À un moment, Danet est très dur avec Bergman, dont il dit, ensuite il changera d'avis, enfin ensuite il deviendra moins dur, dont il dit qu'il est, l'expression est entre guillemets, le premier cinéaste de masse, dit-il, de la bourgeoisie. Hein, c'est-à-dire le moment où le cinéma commence à être vraiment reconnu comme un art à part entière ou comme un secteur de la culture à part entière, et où donc les publics vont voir des films comme on va au théâtre, comme on va au concert, non pas comme simplement aller au cinéma, mais se dire tiens, on va plutôt voir ce film-ci, parce qu'il parle de sujets qui nous intéressent, ou plutôt celui-là. Bon. Et Woody Allen, pour lui, est cette figure. Et je dirais qu'il l'est d'autant plus que non seulement c'est ce qui définit le rapport que tel ou tel spectateur peut avoir au cinéma de Woody Allen, mais qu'on le voit, évidemment, pas dans tout le film, mais beaucoup dans le film, c'est aussi de ça dont les films parlent. Hein, c'est un film où il n'est quasiment question, en tout cas très souvent question, pas question que de cela, mais très souvent question, d'habitus et de goût culturel. Hein. Les bons, les mauvais goûts, ceux qui les affichent trop fort, ceux qui ont les bons, ceux qui n'ont pas les bons, voilà, etc., etc. Notamment, et j'y reviendrai, la scène célébrissime pour aller voir Le Chagrin et la Pitié de Marcelo Fulz, avec le cinéphile à la voix forte qui est derrière et qui débite son babil culturel en employant le mot complaisance pour parler de Fellini et puis ensuite un autre mot pour parler de Beckett, citant McLuhan jusqu'à ce que, c'est une des scènes les plus célèbres de ces 50 dernières années, Woody Allen fasse littéralement sortir McLuhan comme un lapin de son chapeau, oui, pour faire taire ce type-là. Bon, voilà. Donc pour lui, il y a vraiment un nouveau moment dans le cinéma, c'est ce moment où le personnage, en particulier du cinéphile, qui est évidemment très important, mais qui était très important devant les films et non pas dans les films, devient un héros à part entière. Et alors évidemment, avec toutes les ambiguïtés qui sont attachées à ça, c'est-à-dire qu'il devient un héros à la Woody Allen, c'est-à-dire géniard, hypocondriaque, angoissé, petit, binoclard et avec un début de calvitie. Donc on pourrait dire un personnage, disons, avec un certain nombre de handicaps, mais en même temps un personnage aussi bavard, intelligent, capable de séduction. Donc un personnage qui d'une certaine façon garde ou reconduit quelques traits, héroïques. Bon, alors, à propos de ce consommateur culturel d'une part, spectateur adulte d'autre part, ce qui est à peu près la même chose, mais c'est deux manières différentes de désigner le même phénomène, je voudrais qu'on écoute quelques minutes qui sont beaucoup plus tardives que la sortie et l'article de Danet sur Annie Hall, qui sont de 10 ans plus tard, qui datent de 1987, de mai 1980. Avril 1987, au moment où Serge Danet anime chaque semaine sur France Culture une émission qui s'appelle Microfilm. Et cette semaine-là, son invité est quelqu'un qu'il connaît, je ne sais pas quelle est la métaphore appropriée, mais enfin qu'il connaît comme s'il l'avait fait, on pourrait dire, parce que d'une certaine manière, il l'a fait, qui est Serge Toubiana, avec qui il dirigeait les Cahiers du cinéma à cette époque-là. Ils discutent tous les deux des revues de cinéma, et je crois que le passage que j'ai sélectionné, on entend Toubiana parler pendant 3 secondes, et puis ensuite Danet se livre à un de ses monologues, à ce qu'il aime faire par-dessus tout un monologue relativement court, parce que l'ensemble doit durer 4 minutes.
Vous allez voir. Incertain, il faut être sûr. Ça, c'est Je crois tout bien que les gens qui vont au cinéma, la jeune génération adore le cinéma, sauf qu'ils n'ont pas du tout envie de se sentir prisonniers d'un état d'esprit, d'une culture, d'une école, comme on a pu l'être, toi et moi, à des époques différentes. Voilà. Moi, je suis assez d'accord sur la description. Il me semble qu'il y a une sorte de tour de passe-passe hegelien qui s'est passé à travers les revues de cinéma et surtout les cahiers. C'est que Bazin disait, Bazin c'est notre père à tous, il disait on va faire un spectateur meilleur, plus exigeant, et à son tour, il exigera des films meilleurs, des films plus exigeants. Donc c'était l'idée, on va faire un spectateur adulte. Et quelque chose qu'on n'avait pas prévu complètement, c'est que ça s'est réalisé. C'est-à-dire que la grande bagarre des ciné-clubs ou des revues de cinéma qui consistait à dire aux gens le cinéma n'est pas qu'un divertissement éphémère, etc., mais ça peut être aussi profond, aussi grave, ou aussi viscéral, ou aussi expérimental que d'autres secteurs de l'art, a fini par être relativement acquise. Et on a donc depuis, je ne sais pas là aussi à quel moment ça s'est vraiment précisé, peut-être le milieu des années 70, parce que pour moi Woody Allen est un symptôme. Je parle autant de Woody Allen que de son succès tout d'un coup, qui est à l'époque de Manhattan, donc c'est 75 Manhattan. On a commencé à avoir ces publics adultes. Et ce qui définit un adulte, c'est qu'il a une capacité de choix. Et ce qui définit un adulte, c'est qu'évidemment, il n'a pas envie qu'on lui dise « vous n'avez accès à ce film que si vous comprenez telle ou telle grille d'accès ». Donc on arrive maintenant effectivement à quelque chose qui appelle le journalisme, dans le meilleur des cas, et qui dans le moins bon des cas, ça on peut y revenir, appelle simplement des guides éclairés du consommateur, ou des conseils de consommation de la part de gens qui ne s'arrogent plus le droit de se servir du cinéma pour délirer eux-mêmes ou pour mettre le cinéma en rapport avec la philosophie, la politique ou quoi que ce soit. Bon, voilà. Alors moi j'aime beaucoup ce passage, notamment j'aime bien quand Danès trompe, ça me rassure. J'aime beaucoup l'aplomb avec lequel il dit Manhattan c'est 75. Bon, Manhattan c'est pas 75 du tout, c'est plutôt 79-80. Mais comme toutes les erreurs, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des illusions. Évidemment que c'est pas pour rien qu'il dit 75, parce que 75 est une date qui dans son discours revient comme un leitmotiv. Pour Danès, 75, c'est vraiment le moment où le cinéma, c'est vraiment pour lui la date, c'est la mort de Pasolini, c'est la dernière femme de Ferreri, c'est quelques autres films comme ça, c'est le moment des dernières grandes aventures risquées du cinéma. Et après, c'est Milestones de Robert Kramer, c'est encore 2 ou 3 films que j'oublie, et pour lui, après 75, non pas tout est fini, bien qu'il ait toujours une petite tendance à dire tout est fini, mais pour lui, effectivement, on entre un peu dans la gestion et dans la difficulté pour une critique de cinéma d'être autre chose qu'un guide éclairé, je crois, dit du consommateur. Évidemment, si on considère qu'il n'y a que des publics adultes et que le public adulte, c'est un public qui sait un peu, qui est capable de savoir a priori ce qui va lui plaire ou pas, effectivement, c'est vrai que la critique n'est plus qu'une sorte d'aiguillage en disant vous êtes plutôt comme ça, c'est plutôt ce film-là qui peut vous intéresser, vous êtes plutôt comme ça, c'est plutôt ce film-là. Ce qui est pour lui le contraire de la critique. Bon, c'est intéressant parce que c'est un débat. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, d'une certaine manière, ce débat, il apparaît là, en 77, ou on peut même dire d'une certaine manière dès 75, et que 50 ans plus tard, d'une certaine façon, on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti entre la critique un peu guide éclairé et un autre type de critique qui, comme il le disait là, pour la fin, des gens qui utilisent le cinéma pour le mettre en rapport avec d'autres choses, avec la politique, avec la psychanalyse, etc., etc. Bon, j'ai pris un peu les choses à l'inverse de ce que je pensais sage de faire, mais voilà, je voulais quand même vous dire un peu l'importance, peut-être on pourra en reparler tout à l'heure, de ce qu'il appelle là le symptôme Woody Allen, quoi. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'historiquement, tout à l'heure je disais il faudra regarder les archives, mais en même temps il y a quelques éléments qui nous montrent qu'historiquement Danais est loin d'être le seul à avoir diagnostiqué ça. C'est très intéressant aussi de se dire que alors ça ce serait une autre soirée, si je puis dire, mais c'est très intéressant de se dire aussi que l'arrivée de Woody Allen, en tout cas en France, et je pense aux États-Unis, même si aux États-Unis c'était un peu avant, ça coïncide presque exactement avec le moment où la comédie devient un genre culturel à part entière, où la comédie commence à fédérer autour de soi des gens qui aiment la comédie
pour la comédie. Par exemple, 75, alors là on peut vraiment dire 75, c'est la création de Saturday Night Live. C'est-à-dire c'est le moment où vraiment la comédie devient une culture à part entière, hein, avec ses codes, avec ses fan clubs, avec son histoire, etc. etc. Et je trouve que là aussi il y aurait des choses à creuser, bon, d'autant plus que là non plus c'est pas le sujet du soir, mais que Danès est beaucoup intéressé à la comédie, comme va donner à l'entendre. Alors je ne sais pas si je vais vous lire tout le texte, après tout il n'est pas très long, mais je vais quand même commencer, vous en lire les passages qui me semblent les plus remarquables. Donc le cinéphile a la voix forte. Pourquoi est-ce Danny Hall qu'Alvy Singer tombe amoureux? Parce qu'à la différence de la timide Miss Porchnik, la première femme d'Alvy, Annie inverse l'ordre des choses et dans un vestiaire de tennis, là aussi, erreur, vous avez vu que c'est pas dans un vestiaire de tennis, mais bon, voilà, c'est bien. De toute façon, quand on écrit sur un film, dès qu'on fait référence précisément à une scène, 9 fois sur 10, on se trompe. Mais ils sont pas dans un vestiaire, ils sortent du vestiaire, il est en train de refaire son sac, c'est la première fois, elle, qu'on la voit habillée avec cette tenue tellement caractéristique que si vous allez sur la page Wikipédia d'Annie Hall, on voit le gilet sans manche du personnage. Donc, effectivement, il y a une question de vestiaire là qui apparaît. Bon, mais on n'est pas dans les vestiaires. Annie inverse les choses et dans un vestiaire de tennis, parle la première. Elle fait à Alvy ce que Alvy fait au spectateur, elle lui coupe l'herbe sous le pied, anticipe sur ses réponses et le prend de vitesse, littéralement dans sa Volkswagen qu'elle conduit comme un bolide. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve la scène de leur rencontre absolument extraordinaire. Et non seulement elle est habillée comme un homme, avec une cravate, une chemise et un gilet de costume, mais je me suis même demandé si c'est pas une scène qui aurait pu être écrite au départ à l'inverse. Parce que tout dans son comportement à ce moment-là ressemble vraiment au type de scène de séduction où elle jouerait vraiment l'homme, c'est-à-dire sa manière de se moquer d'elle-même, et tout en lui faisant les beaux yeux. Enfin, il y a une inversion des genres là qui est très intéressante. Alors qu'il y a son histoire dans le cinéma américain, c'est des choses qu'on trouve parfois dans les films de Hawks, où c'est vrai que c'est souvent les femmes qui prennent la première initiative, mais là c'est extrêmement frappant. Or, Alvy Singer fait métier d'avoir toujours le premier mot, en italique. Il n'y a pas de Danais sans italique. Là, il y arrive après la 8e ligne. Ça va, il a attendu un peu. Pour raconter ses blagues, pour séduire les femmes, pour évoquer le souvenir d'Annie Hall qu'il a perdu. À lui, c'est tout le sens programmatique de la toute première scène. Vous vous souvenez, la scène, là aussi célébrissime, où il est d'une certaine manière sur scène, même si à ce moment-là, la scène elle-même n'apparaît pas. Mais enfin, il est déjà... Voilà. Le monopole de la parole, dans des discours... Donc des discours, excusez-moi, et de leurs critiques, des dénégations, des lapsus et de leur interprétation, des mensonges. Sauf que ce monopole n'apparaît jamais comme donné une fois pour toutes, et que pour le narrateur, moderne Scheherazade juive new-yorkaise, le film consiste à ne pas cesser de le mettre en jeu. Comme si le spectateur, au même titre que n'importe qui dans le film, un passant, un figurant, avait le pouvoir de lui disputer, donc le monopole de la parole, comme Annie Hall une fois. Dans ce film, sans répit ni musique, mieux, sans musique imaginable. Alors c'est pas tout à fait juste, comme j'avais relu l'article avant, j'étais attentif. Il y a un peu de musique au début, quand on voit des scènes d'enfance, avec les souvenirs d'auto-tamponneuses, mais c'est vrai que sinon, il n'y a absolument pas de musique. Le soliloque d'Alvy Singer Woody Allen est la réalité fondamentale, incontournable, égale, d'un volume constant, comme dans cette belle scène où Alvy se plaint à son copain d'être victime d'antisémitisme et où le dialogue part sur une image encore vide, tissu conjonctif, dans la profondeur duquel se profile d'abord minuscule les locuteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vers le début du film, c'est la première fois qu'on voit ce type joué par Tony Roberts, qui l'appelle Max, et ils sont effectivement vraiment très très loin dans le plan, dans un professeur de chant dans une rue de New York, mais au son, ils sont dès le départ comme s'ils étaient tout près de la caméra. Se plaint à son copain, mais si Allen, côté son, côté acteur, se nourrit du cabaret et du music-hall, Allen, côté image, côté réalisateur, se réfère au cinéma et à son histoire. Ce n'est pas seulement un cinéaste cinéphile comme il en existe beaucoup aujourd'hui. Alors, ça, c'est un point à mon sens intéressant, c'est que dans les cahiers du cinéma de cette époque-là, les années 76-80, prennent acte du fait qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes
américains, mais je dirais encore plus français, parce que les Américains cinéphiles, en l'occurrence, ils les ratent un petit peu, qui sont des cinéphiles, qui sont des cinéastes, des gens qui arrivent à la réalisation et qui ont été formés par la cinéphilie, les cahiers du cinéma. Donc c'est des gens, d'une certaine manière, que la revue, presque à son corps défendant, a produit. Et il y a une série d'entretiens comme ça qui portent, avec des gens qui sont alors des jeunes cinéastes français, et qui portent sur leur rapport à l'histoire du cinéma. Alors on a des peut-être un peu moins jeunes, comme Jean Eustache et Luc Moulet, mais des gens lesquels Eustache et Moulet sont quand même, surtout Moulet, mais Eustache aussi, directement issus des rangs des cahiers. Eustache un peu moins, mais enfin, il a quand même été longtemps très proche des cahiers. On raconte même qu'il a volé de l'argent dans la caisse des cahiers et dragué la secrétaire pour faire son premier film. Et puis par ailleurs, Benoît Jacot, autre nom aujourd'hui devenu difficilement prononçable, et Jean-Claude Biette, l'un et l'autre très proches des cahiers du cinéma. Donc c'est ce moment où Danet et les cahiers et se battent quand même avec cette idée de, bien sûr, aujourd'hui les cinéastes sont cinéphiles. Bien sûr, on ne peut pas leur faire le reproche, puisque nous sommes dans la revue même qui a permis que cette cinéphilie existe. Mais en même temps, un cinéaste cinéphile, c'est peut-être quelqu'un qui va nous faire un bon objet culturel, bien propre, bien sous tout rapport, avec les bonnes références, et qui sera qui sera pour le musée, d'une certaine façon. Et des années plus tard, vraiment des années plus tard, lorsque le cinéma entrera un peu au musée, Danet dira des choses extrêmement violentes. Lui qui pourtant est quelqu'un qui aime la grande culture aussi, mais il dira des choses très violentes sur le cinéma au musée. Ce sera les années proches, alors il ne les verra pas lui parce qu'il meurt avant, mais les années qui arrivent vers le premier centenaire du cinéma, où on commence à montrer des films au musée d'Orsay, où on commence à faire des expositions, où il y a un musée du cinéma, et ça, moi j'avoue que j'ai tendance je suis sous son influence, mais je peux dire que je le pense aussi pour moi-même, où en fait Danet dit une chose très simple, il dit en gros, plus le cinéma est aimé d'un point de vue culturel, plus il est aimé, muséifié, reconnu, comme on pourrait presque, l'un des derniers gags du film, c'est qu'il y a des remises de prix partout, plus on met le cinéma sur un piédestal. Il dit on n'a jamais autant aimé le cinéma. Mais en fait, ça veut dire que plus on dit qu'on l'aime, et au fond, plus on s'en fout. Voilà, ça, c'est quelque chose qui vraiment le travaille beaucoup. Plus le cinéma gagne ses lettres de noblesse et ses lauriers culturels, et plus, en vérité, il disparaît de la vie des gens. Alors ça, c'est peut-être sa mythologie pour lui, mais c'est quelque chose qu'il pense. C'est-à-dire qu'il pense que le cinéma faisait partie de la vie des gens. En fait, il pense qu'il était plus important que le cinéma fasse partie de la vie des gens que le fait qu'il soit reconnu comme un art avec toutes les distinctions institutionnelles et symboliques qui vont avec. Et Woody Allen, pour lui, est un des éléments centraux de cette histoire. Je reprends pas trop, je vais juste vous lire ces deux paragraphes, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que Danet s'est toujours énormément intéressé à la parole. Pour lui, évidemment, on n'entendra jamais Danet dire « Oh là là, un film qui est bavard, c'est pas du cinéma ». Non, lui, au contraire, il pense que, d'une certaine manière, le fait que le cinéma soit parlant est presque plus important que le fait que ce soit de l'image. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui irait chercher une espèce de pureté cinématographique dans l'image. Mais en même temps, là, dans son article, il essaye de montrer quand même comment le cinéma de Woody Allen ne repose pas uniquement sur la parole, et il essaie de montrer comment la mise en scène, donc la construction des images, quel rapport elle entretient avec cet élément central qui est la parole. Dans ce film, sans répit ni musique, mais si Allen côté son se nourrit du cabaret des musicals, Allen côté image, côté réalisateur, se réfère au cinéma, à son histoire. J'en étais resté là. Ce n'est pas seulement un cinéaste cinéphile comme il en existe beaucoup aujourd'hui, y compris en Amérique. C'est un cinéaste travaillé par ce qui, dans le cinéma, nous importe aujourd'hui. Alors là, effectivement, là c'est vraiment, on va avoir affaire à une espèce de condensé de la politique cahier de l'époque, et moi je dirais de toujours. Que toute image implique un point de vue, que tout point de vue divise, que toute division est productive. Il est en cela très différent de Mel Brooks, qui va fêter bientôt ses 100 ans, qui gagne à rester dans les limites de la revue de cabaret filmée, CF The Producers, à mon avis, son meilleur film. Dans les films précédents de Woody Allen, déjà, un dialogue incessant, brillant, imprévisible, et des images rigoureuses, sans après, un peu ternes, je suis assez d'accord, sans aucun effet cinéma, entre guillemets, ne se recouvraient pas en italique. Il y avait pléthore de mots et pénurie de choses montrées.
Effectivement, là, il y a une division entre les deux. Cette raréfaction des images, et surtout des angles de prise de vue, est tout à fait théorisée dans Annie Hall. L'image n'y a pas pour mission... Alors, là, je vous lis des passages. Parfois, il y a des choses, moi, je ne suis pas tout à fait sûr de bien comprendre. Mais je vous le lis, et puis ensuite, je vous laisse la parole. L'image n'y a pas pour mission d'avérer ou d'illustrer le dialogue, mais tout au contraire, en jouant systématiquement des ressources du hors-champ, de matérialiser au moment et là où on s'y attend le moins, ce qui risque d'avoir barre sur le dialogue. En italique. Bon, avoir barre sur, je crois que c'est une expérience lacanienne, c'est l'image qui se met, pour ainsi dire, off, excusez-moi, je suis en train de muer, qui ouvre à l'impensé de ce qui se dit, qui ouvre à la lettre de ce qui se dit, comme dans cette scène où Annie Hall se dédouble pendant qu'elle fait l'amour. Elle se dédouble pendant qu'elle fait l'amour à un moment ? Ah, moi j'étais aux toilettes alors. Parce qu'il y a un autre moment où elle se dédouble. C'est paradoxalement du côté de l'image et de ses infinis hors-champ qu'il faut chercher 3 petits points, le dernier mot. Alors, je voulais peut-être, vous lire aussi quand même ce passage. L'une des plus belles scènes, j'ai sauté 2 paragraphes, l'une des plus belles scènes du film, sorte d'art poétique alénien, est celle de la file d'attente devant le cinéma qui programme Le Chagrin et la Pitié. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. On peut tirer des tiroirs partout sur Le Chagrin et la Pitié, le film de Marcelo Fulz sur un récit d'une petite ville française pendant l'occupation, qui est un film que les cahiers n'ont pas tellement aimé. Et dans l'entretien avec Michel Foucault, ils essayent de lui faire dire du mal de Chagrin et la Pitié. Et Foucault a tellement de mal à dire du mal qu'il finit par dire un truc génial. Il dit « Écoutez, moi je considère que c'est pas une mauvaise action d'avoir fait un film comme ça. » Bon. Le spectateur passe en quelques secondes par plusieurs états. D'abord voyeur simple, puis sommé de prendre parti entre Alvis Singer et le cinéphile à la voix forte. Mais après tout, ne sommes-nous pas aussi ce cinéphile, Le problème de se dire qu'est-ce qui se passe si moi, critique de cinéma et cinéphile, je suis amené à écrire sur des films dont je suis plus ou moins, peu ou prou, le héros. Enfin, 2 nouveaux spectateurs, mais un spectateur qui a fini par devenir actif, quand Alvis produit dans l'image, comme on tire un lapin d'un chapeau, celui qui aura le dernier mot sur tout le monde, Marshall McLuhan en personne, car c'est évidemment le véritable Marshall McLuhan, d'ailleurs qui ne manque pas d'allure, il faut bien le dire, qui intervient dans la scène, qui est ce théoricien canadien des médias, le fameux auteur de l'expression le village global et le médium et le message, qui apparaît là. Alors c'est d'autant plus intéressant, autre tiroir qu'on peut tirer, qu'à mon avis, c'est peut-être dans ce film par ce film que pour la première fois Danet découvre McLuhan, qu'il lira beaucoup et qu'il citera beaucoup, et à chaque fois que Danet citera McLuhan, il n'oubliera pas de préciser qu'à son sens, en France, on ne l'a pas assez lu. Bon, bref. Celui qui aura le dernier mot sur tout le monde, Marshall McLuhan en personne. Qu'est-ce que le référent semble nous demander Woody Allen? Qu'est-ce qui, hors champ, garrotte-t-il au champ, en italique, n'importe qui? Bon. Et alors, je voudrais quand même vous lire le dernier paragraphe, même si je vois qu'à chaque phrase que je lis, il y a quelqu'un qui sort, mais c'est pas grave. Il y a une chose rare dans Annie Hall, c'est ce que j'appellerais le partage de la vedette. Pour Woody Allen, il ne s'agit pas de susciter, avec Diane Keaton, Annie Hall, un double féminin, à la fois vulnérable et maternant, à travers lequel le comique homme apparaîtra encore plus unique, comme on dit fils unique, mais de faire exister plus difficilement à côté de soi un autre, une, en italique, femme. Ce qu'il y a de plus fort et de plus émouvant dans Annie Hall, ce n'est pas qu'Annie ne soit compréhensible qu'au travers et au travers seulement du désir et des fantasmes du mal américain, dont elle serait la créature, plus ou moins révoltée, irigeant le spectateur au bénéficiaire du spectacle de cette révolte, ni que le film nous donne le couple objectivement dans une sorte de vie à deux caillatesque, bon, référence à André Caillat, là, je tire pas de tiroir, là, avec bénéfice d'arbitrage pour le spectateur, c'est qu'Annie Hall, de toute évidence, existe en dehors du film, qu'elle est non pas un personnage énigmatique, mais ce qui est plus réaliste, lacunaire. Et que la distance entre elle et Alvis, au dernier plan du film, sans trémolo rentrée du style brève rencontre, ce serait plutôt référence au film de David Lean, que Billy Wilder détestait. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'il pouvait, il disait du mal de Brève Rencontre, y compris dans ses films. Pardon, ça ferait beaucoup de tiroirs. Ce serait plutôt longue liaison, soit en tant que distance, et que la distance entre elle et Alvis, au dernier plan du film, soit en tant que distance mesurable. C'est dire à quel point le comique de Woody Allen vole haut. Moi, je trouve que c'est quand même assez... Alors, je ne sais pas un de ses plus grands textes, mais je trouve ça... Alors là, vu d'ici,
et vu ce qu'on sait, ou ce qu'on croit savoir, ou en tout cas ce qu'on entend, notamment, disons, du rapport de Woody Allen avec les femmes, pas simplement dans sa vie, à la limite ça on s'en fout, mais dans ses films, je trouve que c'est pas mal d'avoir vu ça et d'avoir mis ça en exergue dès 1977. Le fait que ce qui fait de ce film un film remarquable, c'est certes le personnage de Woody Allen tel qu'il va le trimballer encore pendant 20 ans avant qu'il demande à d'autres acteurs d'interpréter son propre rôle, donc d'une certaine manière il le trimballera toujours, mais c'est d'avoir su inventer ce personnage et justement peut-être de ne pas l'avoir inventé, puisque ce que dit Danek je trouve assez beau, c'est que l'idée que le personnage, lui, la force du personnage, c'est qu'il n'est... Alors certes, il donne son nom au film, mais qu'il existe même d'une certaine manière en dehors du film. Ça, je trouve c'est quand même je trouve ça vraiment... Il commence par là, hein. Pourquoi Annie Hall ? Parce que Annie Hall, effectivement, est celle qui parle la première, alors que d'habitude, c'est toujours Alvy qui parle le premier. Et c'est vrai que quand on revoit la scène du tennis, même si elle se passe par les vestiaires, c'est très frappant. Et puis il termine à la fin en disant, bah oui, elle a cette caractéristique d'échapper, quoi, d'une certaine manière, d'exister en dehors des petites manigances. Bon, voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai prévu trop, comme souvent. J'allais dire, je vous écoute, mais ça, il n'y a que Jean Douchet qui pouvait le dire. Et en général, il parlait moins avant de le dire. Bon, oui. Alors moi, j'ai revu le film, mais je l'avais vu en 77 quand il est sorti. Ouais. Donc c'est un peu loin pour moi. Alors, Woody 48 Allen, ans, il est sorti en France en septembre 77. Ouais, ça fait 48 je l'ai vu ans. À l'époque. Ouais. Ouais. Alors Woody Allen, moi je suis un grand fan, j'ai vu tous ses films. C'est-à-dire que tout à l'heure vous parliez du choix du cinéphile conscient qui fait ses choix. Bah moi, Woody Allen, je fonce. Je ne sais pas de quoi ça parle, je m'en fous. J'aime son univers, j'aime ses voix, j'aime ses acteurs, j'aime son cinéma, j'aime son univers, voilà. Donc, voilà. Après, j'avais oublié 2 scènes intéressantes. Celle où Annie Hall se dédouble en faisant l'amour. Ça, alors j'étais vraiment aux toilettes. Mais elle se dédouble une autre fois aussi, puisqu'elle se dédouble quand elle se souvient de sa relation avec l'acteur, là, un peu hippie, qui lui dit « pose ton pied sur mon cœur ». Et puis la scène où il y a les 2 couples de parents coupés, et on voit sa famille par contraste entre une famille bourgeoise non juive, je pense, et puis sa famille juive à lui. J'ai trouvé ça tout à fait fort et étonnant. Et alors, ce qui a peut-être vieilli pour moi, c'est les scènes d'humour à la Woody Allen avec le homard, par exemple, ou avec sa voiture quand il rentre. Alors je trouve que là, 50 ans après, je ne sais pas si des jeunes cinéphiles d'aujourd'hui, comment ils verraient cet humour-là. Il faudra leur demander, mais il y en avait 2 là-haut, mais elles sont parties. Donc, grand plaisir, et voilà, quelques remarques à ce propos. Alors, entre-temps, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, ce qui n'était pas non plus impérissable, mais je vais le dire quand même, c'est que ce qui est intéressant dans la filmographie de Woody Allen, c'est que le film qui est vraiment, avec tous les, disons, l'habillage culturel, c'est Manhattan. Gershwin, le noir et blanc, les musées, voilà. Alors que celui-là, on peut comprendre que dans son article, il n'en parle pas, c'est pas très présent, je dirais. Ou en tout cas, c'est très présent, mais uniquement sur un mode caustique, quoi. Genre une petite annonce à New York Review of Books, aimant Mozart, James Joyce et la sodomie, bon, voilà. Alors que dans Manhattan, ensuite, Woody Allen va entrer dans une autre phase qui lui sera pas mal reprochée. C'est pas des films que j'ai revus récemment, même certains je les ai pas tous vus, donc je sais pas si le reproche est vraiment fondé, mais on va beaucoup lui reprocher de se prendre lui-même pour un auteur européen. Hein. Manhattan, Stardust Memories, Intérieur, qui est son Bergman voilà, il va féliniser, bergmaniser un petit peu, et bon, voilà. Mais dans ce film-ci, c'est pas très présent. Et alors, par rapport à ce que vous disiez, oui, mais moi, je me suis quand même rappelé que je suis comme beaucoup de gens, je me suis lassé de Woody Allen, je dois dire. Je me suis lassé de Woody Allen alors, on n'y est plus aujourd'hui pour plein de raisons, mais vous savez, ce Woody Allen qui revenait tous les automnes. Et alors, Woody Allen, il y a eu beaucoup de périodes. Moi, je pense que j'ai commencé à aller au cinéma au moment, ça a coïncidé, évidemment, pur hasard, au moment où Woody Allen était très très haut, parce que c'est le moment où il change totalement de style pour faire Mari et femme.
et où il quitte justement, en tout cas c'est comme ça que la critique en parlait, où il quitte cette espèce de ronronnement pour faire un film un style extrêmement heurté, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a Sidney Pollack, où on a l'impression tout à coup presque d'une sorte de télé-réalité ou d'un document, voilà. Et puis bon, voilà, moi c'est à peu près ce moment-là où j'ai pris le train en marche, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, quand il décide de ne plus apparaître dans ses films, en tout cas de ne plus tenir le premier rôle parce qu'il n'a plus l'âge, bon, ça, c'est comme ça, et qu'il fait défiler un à un des jeunes acteurs pendant 25 ans pour faire du Woody Allen, pour imiter sa façon de parler. Moi c'est vrai que j'ai fini un petit peu par me lasser. Et puis je dois dire aussi que même si je ne suis pas quel que soit, comment dire, toutes les choses qu'on a entendues sur lui finissent aussi parfois, je trouve, par avoir leur effet, même si quand même les films sont les films, mais bon, c'est quand même curieux, c'est pas dans Manhattan, mais là il y a la blague sur les 2 filles de 16 ans, vous vous souvenez dans Manhattan, l'histoire d'amour qu'il a avec la petite fille Hemingway, Margot Hemingway, qui dans le film doit avoir 16 ans, 17 ans à tout casser. Bon, c'est très, 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 très... Ouais, je sais pas, c'est des questions... Bon, c'est comme... Par exemple, ce soir, tout le passage, tout l'épisode californien, et toute la satire de la jet-set californienne est à la fois extrêmement drôle, et je trouve par exemple que Paul Simon, vous avez tous reconnu Paul Simon, le chanteur, alors je ne me souvenais pas qu'il était aussi petit, mais il joue très très bien. Il a une voix extraordinaire, il est vraiment génial. Mais j'arrivais pas à me demander, à savoir si je trouvais cette satire totalement dépassée, ringarde, ou au contraire... Par exemple, à un moment, au même moment, il y a un cinéaste dont on parlait brièvement tout à l'heure avec Jean-Paul, qui fait cette même satire, je trouve, avec beaucoup, beaucoup plus de générosité, c'est Black Edwards. Tous les films de Black Edwards de la fin des années 70 et début des années 80, comme Elle, SOB, là, des choses comme ça, sont des films qui se passent dans le milieu du cinéma en Californie et qui sont des films où le rapport à la Californie, à cette espèce de superficialité et en même temps fascinante, est je trouve beaucoup, beaucoup plus fort que là. Je suis pas sûr d'avoir été très, très passionné, en l'occurrence, par le match côte Est, côte Ouest, quoi. Moi, il me semble qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, en fait. C'est ce qui est aussi un peu drôle dans son regard sur Los Angeles, il me semble. Mais moi, ça me fait penser, en fait, je me suis fait cette remarque devant le film. Déjà, je trouve que j'ai cette impression que Annie Hall est comme un point de bascule, en fait, dans sa filmographie, où avant, il faisait des films pas très sérieux, déconnants, etc. Puis après... Et comme tu dis, en fait, il va faire Manhattan, et pour moi, c'est compliqué, effectivement. Manhattan, je trouve que ça vieillit pas très bien. Mais j'aime beaucoup ce moment où il est un peu, finalement... Mais là, il est à la croisée des chemins, si on peut dire. C'est peut-être pour ça, parce que moi, je t'interromps, mais c'est pour ça que c'est un de ses films les plus forts. C'est qu'il y a encore cette présence des sketchs, d'où il vient, avec le début, et puis le métier qu'il fait, et tout. Mais il y a un début d'aspiration à un cinéma plus cinéma, quoi. Et effectivement, c'est le film qui tient l'équilibre, absolument, absolument. Ensuite, quand par exemple en 82, il réalise ce film qui s'appelle Comédie érotique d'une nuit d'été, qui est une sorte de remake du film de Bergman qui s'appelait, je sais pas comment, Comédie d'une nuit d'été, que j'ai revu parce que je l'avais vu, déjà j'avais souffert, mais je l'ai revu parce que Danet a écrit dessus. C'est très pénible. Et l'article de Danet s'appelle Progrès en cinéma assez lent. Et il est très méchant. Bon, alors, pour ceux, moi je ne le savais pas, mais maintenant je le sais, Progrès en cinéma assez lent est un décalque d'un petit roman de Jean Paulhan qui s'appelle Progrès en amour assez lent. Bon, voilà. Et donc, tout ce moment où il se prend, si on peut dire, pour Fellini, pour Bergman, et pas... Oui, encore une fois, c'est vrai que c'est là... Ce film, il est... Et puis ce personnage d'Annie, moi je la trouve extraordinaire, vraiment... Diane Keaton, elle est vraiment extraordinaire. Ah, oui. Ce qui est drôle, c'est que il me semble, je crois que c'est assez évident que dans le scénario, la particularité qu'elle a par rapport à lui, c'est qu'à l'inverse de beaucoup des petites amies ou même des épouses qu'il a eues, ça n'est pas une intellectuelle. C'est ça, en fait. Or, je trouve que dans sa façon de se comporter,
elle dégage une telle intelligence que l'idée même que ce personnage, en gros, au départ, serait un peu bêta pour lui, je trouve, passe pas du tout. Parce que, non, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle dégage une telle vivacité, une telle, puis avec sa cravate et tout, une telle distinction, qu'au contraire, je trouve qu'elle représente d'une certaine manière... à l'inverse de Munchkin, à qui il dit au début vous êtes juif de gauche, je sais pas quoi vous êtes, qui elle est vraiment la caricature de l'intello un peu en dedans, mais Diane Keaton, je veux dire, c'est drôle parce que plus tard, par exemple, c'est des rôles qu'elle va interpréter. Par exemple, elle interprète une poète ou une poétesse dans le film de Warren Beatty là, qui s'appelle Reds. Donc je trouve qu'elle dégage, au contraire, elle ressemble vraiment à un personnage d'écrivain, je trouve, moi. Et pas du tout à un personnage de quelqu'un dont on serait censé se dire ouais, elle est un peu inculte, elle est un peu bêtasse, elle parle par onomatopée. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça passe pas du tout, en fait. Non, mais je pense que le film tient sans doute grâce à elle. Et en fait, parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même quelque chose avec cet art quand même de la parole, quoi, le Woody Allen. Enfin, en fait, il est drôle, donc il a l'autodérision, tout ce qu'on veut, donc c'est toujours savoureux en fait à regarder. Mais en fait, je me disais, c'est quand même quelqu'un qui, d'une certaine manière, comment dire. J'allais dire toxique, mais c'est quand même quelqu'un qui recouvre quand même tout le monde de sa parole. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose quand même c'est comme une espèce d'emprise quoi sur les gens, je veux dire, à un moment donné, et que elle, en fait, est la seule à lui résister parce qu'elle a cette particularité que tu as bien décrite. Mais tu vois ce que je veux dire, elle est pas sur son terrain, etc. Mais il y a quelque chose en fait que, enfin, le film est brillant, donc voilà, et puis il y a une sorte d'équilibre et tout ça. Mais je trouve ça intéressant que c'est presque aussi problématisé dans le film, en fait. C'est son problème à lui aussi, de ce truc angoissé, etc., mais qui est tout le temps, en fait, en train de... Une forme d'agression, quand même, sur les gens qui peut être drôle, quand on voit de loin, mais qui, à mon avis, à vivre, est juste un cauchemar, en fait. Il y a quelque chose, je sais pas si... Parce que moi, ça faisait un peu de temps que j'avais pas vu de film de Woody Allen, même si j'ai revu, il y a pas très, très, très longtemps, je crois, cet été, un film de lui qui m'a... au printemps, qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, qui est Crime et délit, parce que je pense que c'est le premier que j'ai vu en direct, qui est un film très grave. Bon, puis je l'ai revu encore une fois pour Danet, mais moi, c'est un film que j'ai revu là encore, que je continue à aimer énormément. Mais à propos de... Je reprends tes mots, Jean-Paul, toxique et un peu, tu as même peut-être dit un peu enveloppant. Vous avez vu ces gestes qu'il a ? Vous avez vu il y a ce moment où il marche sur la plage au début, enfin, assez proche du début, avec Annie Hall. Ils sont au coucher de soleil sur la plage, et puis c'est l'occasion, c'est là un moment où il y a une espèce de flashback sur ses histoires à elle et ses histoires à lui. Et on voit vraiment, il a ce geste qu'il aura dans tous ses films, vraiment d'être puisqu'on parle de ça, hein, moi je ne lui fais pas son procès, mais ça m'a frappé ce soir, il est toujours comme ça, physiquement, quand il parle, il s'approche et il fait vraiment comme c'est... Et ça m'a frappé, c'est très... Effectivement, elle c'est la seule à pas se laisser... Enfin, peut-être la seule à pas se laisser prendre par ça, ouais. Oui. Sauf que il y a, moi une chose que je me dis souvent, mais se le dire ne mène à rien, c'est que je pense qu'il faudrait, moi j'aimerais bien le faire, mais je pense que c'est très très dur. Il faudrait vraiment réussir à écrire sur des films comme celui-là, du point de vue d'aujourd'hui, mais pas du tout comme on l'a beaucoup fait ces derniers temps pour dire « Ah, ces films sont devenus invisibles ». Tu sais, quelqu'un a dit que Blow Up d'Antonioni était devenu invisible. Mon résultat, je l'ai revu, et l'article était totalement faux. Enfin, pas du tout pour dire « Oh, ces films, on ne peut plus les voir parce que la façon de regarder les femmes, c'est comme si tout à coup, nos yeux, on avait changé d'yeux ». Mais essayer de comprendre justement comment on les voit aujourd'hui et ce qu'ils peuvent nous apprendre. Moi, je trouve que c'est un film qui nous dit aussi énormément de choses sur... il y aura un vrai travail à faire pour parce que, par exemple, il y a une donnée de base dans ce film qui, aujourd'hui, je pense, n'a plus cours. Non pas parce qu'elle est inacceptable pour des raisons liées ni à de la pédophilie, ni au wokisme ambiant, ni à MeToo, je prends des gros mots exprès, c'est par exemple l'idée que toutes les relations sont dysfonctionnelles. Voilà. Le film, Woody Allen ne fonctionne que là-dessus. Toutes les familles sont dysfonctionnelles, toutes les relations sont dysfonctionnelles. Bon, comme la personne qui croise dans la rue et qui lui dit, l'amour, qu'est-ce qu'elle dit ? L'amour fan. Bon, voilà, donc en gros, ça marche un peu, puis ça marche plus. Bon, moi, c'est pas une...
c'est quand même plutôt une idée que je suis prêt à accueillir comme étant, disons, a priori en tout cas pas complètement délirante, quoi. Mais lui le prend comme un acquis. Hein, en fait, vraiment comme un acquis. On se dispute, on n'est pas d'accord, on est obsédé par la mort, on n'arrive pas à coucher ensemble, et puis on se débrouille avec ça, et puis au bout d'un moment, puis on trouvera une autre solution, et puis voilà, quoi. Et parfois on se dit, est-ce qu'on n'a pas envie plutôt qu'on nous raconte ça, plutôt que de nous expliquer ce que ce serait qu'une bonne relation, bien saine, pas toxique, bien équilibrée, où il n'y a pas de problème, où tout va bien. Bon. De ce point de vue-là, c'est pas mal la scène. Alors évidemment qui frappe tout le monde parce qu'on voit réapparaître Christopher Walken complètement sublime, quoi. Angélique, sublime. Et quand il lui explique son truc, l'autre lui dit « Bon, excuse-moi, faut que j'y aille, faut que je retourne sur la planète Terre. » Elle est pas mal cette scène parce qu'il y a des moments où on se dit « Bon, on n'est pas là pour résoudre... Un film ne peut pas résoudre tous les problèmes, quoi. » Et l'autre, il dit rien. Alors moi, je trouve ça très bien, plutôt que de le rattraper en lui disant « Mais tu me laisses avec mon problème, enfin t'as vu, je veux me suicider parfois. » Il dit « Ben non, excuse-moi, Bon, et je trouve que c'est... Ou même, c'est là... une scène qui m'a extrêmement frappé, alors là, qui pourrait, je pense, donner lieu à un texte, un travail, j'en sais rien, c'est le moment où le père de la famille de Woody Allen, évidemment, une famille de juifs caricaturales, comme toujours chez lui. Bon. Évidemment. Et où le père dit c'est normal que notre bonne noire nous vole, parce que qui elle va voler sinon. Bon, là, je me disais, aujourd'hui, personne ne ferait ça. Hein. Personne ne ferait ça. Et en même temps, je me dis, bon, c'est intéressant, parce que Woody Allen n'est pas du tout... Évidemment, personne ne pense que là, Woody Allen est en train de nous dire une vérité. Il est en train, au mieux, de restituer, comment dire, on va dire une situation sociale plausible. Oui, en effet, peut-être qu'un petit bourgeois juif de Brooklyn, dans les années, là, ce serait années 40, oui, se dit que peut-être, à la limite, peut-être, oui, effectivement, c'est normal qu'elle nous vole. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que les Noirs sont des voleurs. D'ailleurs, ça veut... Mais là, et franchement, dans le film, je pense qu'on pourrait lister 10 scènes qui, aujourd'hui, ne pourraient pas exister. Et certaines, on comprend bien. L'histoire des 16 ans, là, encore que, faut voir, parce que il nous le présente pas ça. Il faut voir, parce que ce personnage, il est pas non plus, c'est pas un modèle, puis c'est pas la question. Mais je trouve ça absolument passionnant de voir avec cette... ouais, enfin bon, pardon. Monsieur. Alors, moi je crois que ça doit être la 3e fois que je le vois. La dernière fois, c'était il y a longtemps, c'était bien il y a 15-20 ans. Et en fait, je suis revenu le voir parce que les 2 premières fois, j'avais pas aimé, en fait. Alors que j'aime beaucoup Woody Allen, j'ai eu ma période... moi, effectivement, le film de lui que je préfère, c'est Crimes et délits. Ouais, mais c'est très beau. Il était vraiment... je ne sais pas si vous connaissez Crimes et délits, c'est un film qui est quasiment pas une comédie. Ah non. Mais il y a des choses très drôles. C'est un film, on va dire, on dirait facilement un peu dostoïevskien, quoi. Oui, tout à fait. C'est un film... Celui qui voit le mieux, c'est l'aveugle. Enfin, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et moi, j'ai eu vraiment une très bonne période de Woody Allen, où j'étais accro, j'étais content qu'il en sorte un tous les ans. Je pense que c'était entre 85 et 95 à peu près. Ouais, mais c'est quand même une très bonne période. Oui, mais du coup, Annie Hall, même en le revoyant là, je me dis... j'entends bien, c'est une bascule, etc. Je trouve qu'en fait, c'est quand même un brouillon de ce qu'il a fait de meilleur après, quoi. J'accroche pas, quoi. Les côtés agaçants chez Woody Allen, parce qu'on peut pas ne pas être agacé par Woody Allen, surtout quand il joue dedans, dans ses films, hein, je veux dire, mais c'est ce qu'on voit en exagéré, quoi, ouais. en trop. Mais après... oui, je trouve que c'est quelqu'un qui a compté. Moi, je sais que Woody Allen, dans ma construction de ma petite culture cinématographique, il a vachement compté, parce que je pense que c'est avec lui que j'ai mieux compris qu'en fait, quelqu'un qui est tellement auto-centré pour un artiste, jusqu'à se mettre en scène et à passer son temps à tous ses films à parler de lui, qu'en fait... Son vrai talent, c'est le talent des artistes, hein, c'est que au bout d'un moment, il parle du monde en parlant de lui, quoi. Ouais. Et il a un monde très cultivé, très cultivé, où il cultive son côté très, justement,
dans un périmètre très réduit, quoi. Il filme qu'à New York, il parle en permanence de la judéité, de la psychanalyse, enfin toutes ces obsessions, quoi. Mais il arrive quand même avec des histoires qui racontent effectivement en permanence des histoires de dysfonctionnement, une forme de folie ordinaire, quoi. C'est-à-dire que la folie est au centre du truc. Il arrive à parler du monde, et ça, je trouve qu'il a vraiment super bien fait. Après, depuis, je pense que ça fait 10-15 ans que j'ai plus vraiment vu les derniers films, parce que, bon, évidemment, on se lasse un peu, hein, on passe à autre chose, mais voilà. Et je trouve que Annie Hall, non, j'ai réessayé ce soir, mais j'arrive pas trop à m'enthousiasmer pour ce film-là. Mais c'est pas grave, on peut pas être partout. Mais en vous écoutant, je pensais, pardon, je restais un peu sur mon fil de tous les sujets qu'il aborde, qui sont, disons, on va dire des sujets brûlants. Eh ben, moi je dirais qu'au moins une fois, comme on dit parfois, même une montre cassée donne l'heure 2 fois par jour. Eh ben, il fait parfois mouche. Par exemple, quand il fait qui a fait beaucoup rire mes voisins de devant, quand il fait son truc à la fin, qui s'énerve parce que Paul Simon, la Tony, machin, va recevoir des prix. Il dit, on met des prix à tout le monde. Meilleur dictateur fasciste, Adolf Hitler. Bon, ça, c'est visionnaire comme manière de vraiment. Je veux dire, on a l'impression qu'il parle d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est aussi, on peut pas toujours faire le tri, quoi. On peut pas dire on lui enlève ça et puis non, parce que c'est dans son délire, parfois il touche juste. Et je trouve que cette réplique, elle est géniale. Meilleur dictateur fasciste, allez, Adolf Hitler. Et c'est bon. Non, mais j'y pensais parce que quand vous dites, à force de parler de lui-même, il arrive aussi à... Bon, alors, moi, c'est vrai que la petite réserve que j'ai sur le film, c'est que alors là, je l'ai bien vu 5 ou 6 fois, je comprends toujours pas... il raconte pas... J'allais dire, il raconte pas vraiment d'histoire. C'est-à-dire que... quand le film commence, il a déjà rencontré Annie Hall et on va faire un flashback après. Et quand le film finit, d'accord, ils sont en train de se séparer, mais on se dit que peut-être ça va se renouer. En tout cas, c'est pas complètement clos, c'est clair. Il le présente. Et donc, il n'y a pas vraiment de... Et peut-être... Donc, il n'y a pas vraiment leur histoire à eux, telle qu'on imagine elle se développe. Et on peut peut-être se dire que ça vient de 2 choses. D'une part, qu'il n'est pas encore tout à fait sorti de la structure du film à sketch. Ce qui n'est pas non plus... Je veux dire, il y a des films à sketch géniaux. Et que par ailleurs, peut-être que justement l'extériorité de Annie Hall par rapport à son univers la rend peut-être plus difficile à faire rentrer éventuellement dans un récit linéaire. Donc, pour un film qui ne dure que 1h33, ce qui est vraiment pas long, je trouve qu'il y a beaucoup quand même de ruptures, d'allers-retours, et quand même pas mal... je crois qu'il y a au moins 2 allers-retours avec la Californie. Je trouve que le film... voilà... c'est comme s'il était un peu embarrassé avec... Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Moi aussi, il y a des films de lui que je préfère à celui-là, ouais. Mais je rejoins absolument Jean-Paul sur l'idée que dans sa carrière, dans sa construction comme cinéaste, qui n'a pas été évidente, parce qu'au départ, il n'a pas eu une carrière d'acteur comme acteur énorme, mais il a quand même joué chez d'autres, et puis il a eu une carrière de cabaret. Donc dans sa construction comme cinéaste, ce film est vraiment marque un déclic, quoi. Ça me semble incontestable, ouais. Et puis, je pense aussi qu'on pourrait éventuellement... dans cette question alors peut-être j'ai trop insisté, mais moi c'est vrai que j'y suis assez sensible, dans cette question des référents culturels qui sont très présents, hein, dans le film. Faire l'amour avec toi, c'est comme faire l'amour avec Kafka, James Joyce, McLuhan, Bergman, Marcelo Fulz, je sais pas, Sylvia Plath, enfin il y en a plein. Et moi je me dis toujours qu'il y a que une prolongation possible comment dire, on peut l'entendre comme des signes de reconnaissance culturelle qui seraient entre autres faits qui pourraient entre autres servir à flatter le public qui s'y reconnaît, mais peut-être aussi à exclure celui qui ne se reconnaît pas. Bon, d'accord. Bon, ça, je comprends très bien que du point de vue de Danez, ce soit blâmable. Je le comprends même, je le ressens un peu comme ça. Que le cinéma, c'est plus impur, ça fonctionne pas comme ça avec des... Je comprends le problème qu'on peut avoir avec des signes de reconnaissance culturelle. Mais en même temps, la facilité avec lesquels lui manie ces signes,
ça fait que d'une certaine façon aussi, on pourrait dire au sens positif, qu'il les profane. C'est-à-dire, alors je vais être plus clair, il y a dans la comédie, il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment un continuateur de Woody Allen, mais chez qui les référents culturels sont extrêmement importants, c'est Judd Apatow. Dans toutes les comédies produites, réalisées par Judd Apatow, les gens passent leur temps. Alors c'est moins avec James Joyce que avec un truc un peu plus impur, un peu moins haut dans le panthéon culturel, mais en fait, on peut se dire aussi que ce sont des noms propres qui sont utilisés comme des noms communs, voilà. Et on peut se dire qu'au lieu de l'idée de se dire que c'est un cinéma qui se pousse du coude culturellement en citant James Joyce, en citant Le Chagrin à la pitié, on peut se dire aussi que c'est un cinéma qui tire vers le bas, au bon sens du terme, les signes culturels pour en faire des trucs que les gens s'échangent très facilement. Quand quelqu'un dit « faire l'amour avec toi, c'est comme une référence kafkaïesque », c'est pas, d'un point de vue culturel, ça va pas chercher très loin. C'est vraiment... C'est un peu nul, quoi, puisque Kafka fait vraiment partie des trucs qui sont entrés dans le langage courant. Et moi, j'aime bien cette idée. Donc peut-être que Woody Allen est un peu aussi entre les deux de ce côté-là. C'est-à-dire l'idée que la pop culture, si on peut dire, bon, qui est problématique aussi, enfin problématique comme tout est problématique, mais voilà, dire bon ben, tiens, tu me fais penser à tel personnage de film, à tel personnage de livre, tiens, voilà, tu ressembles à tel acteur, bon, voilà. Moi, j'aime assez cette idée, quoi, que la culture peut devenir aussi un truc qui fait partie de la conversation ordinaire. Et je pense que Woody Allen a joué pas mal a eu son rôle là-dedans. Je pense qu'il a eu son rôle là-dedans. Donc c'est peut-être pas si... Parce que lui-même, effectivement, il y a eu ce moment, plutôt à partir de ce film-ci, où il va réaliser des films, il va se mettre à travailler avec le chef opérateur de Bergman, Sven Nykvist, il va y avoir Gershwin, le noir et blanc, et puis dans Manhattan, il est au début, vous vous souvenez, avec son petit magnétophone, il dit voici la liste des 10 choses pour lesquelles New York est irremplaçable. Donc parmi ces 10 choses, il va y avoir Gershwin, enfin bon, voilà, c'est des trucs hyper quand même, voilà, bon. Mais plus tard aussi, à un moment, Woody Allen, et je disais que c'est le moment où moi je l'aimais moins, mais peut-être j'ai eu tort, à un moment il se met à faire des films en série, quoi. Assez bâclés, finalement, où le côté grand auteur disparaît complètement. Et donc il y a un peu les deux. Et moi j'aime beaucoup, par exemple, typiquement, bon, parce qu'il se trouve que c'est un jeu que j'aime bien faire dans la vie, mais j'adore le moment, bon, même si c'est facile, parce que c'est pour de faux, ils ont habillé des figurants pour, ou avec Annie Hall, ils commentent les gens devant eux. Et ils disent, ah bah lui, c'est un mafieux, lui, il vient de gagner le concours des sosies de Truman Capote. Et moi, j'aime bien cette idée que, voilà, c'est aussi que les références culturelles, en l'occurrence Truman Capote, qui est une référence culturelle beaucoup plus, comestible aux États-Unis qu'en France, et un truc, voilà, on dit, tiens, bah lui, il ressemble à Truman Capote, ça veut pas, c'est passé dans la rue, si on peut dire, quoi. Ça, c'est une idée que je trouve assez plaisante. Et il y a cette ambiguïté-là dans la fameuse scène du cinéma. Le type qui tient ce discours sur Fellini, d'ailleurs, qui est d'ailleurs, et c'est pour ça que cette scène, elle mériterait plus d'analyse, parce que non seulement le type tient une espèce de discours culturel un peu dégueulasse, enfin pas dégueulasse, non, justement, un discours culturel un peu comme ça, un peu faussement intello. Bon, on peut penser que ce qui déplaît à Woody Allen, c'est qu'il s'y reconnaît, mais lui-même, le discours qu'il tient est un discours qu'on connaît bien, puisque c'est un discours culturel, anticulturel, puisque ce qu'il reproche à Fellini et à Beckett, c'est d'être devenus les caricatures d'eux-mêmes. Donc c'est d'être devenus des marques, quoi, des signes de reconnaissance culturelle. Donc c'est très intéressant. Quand Danès est théorisé dans le film, c'est peut-être de ça dont il parle aussi. Hein, c'est que... Et donc, entre le bavardage... C'est compliqué, je trouve, de faire le partage entre le bavardage culturel, d'ailleurs, dont on comprend bien, évidemment, qu'il est là pourquoi ? Il est là quand même avant tout pour séduire la fille d'à côté. Donc, voilà, il y a différents types de bavardage culturel. Et une autre scène qui m'a intéressé de ce point de vue-là, même si je pense que pour les spectateurs français, moi y compris, elle est incompréhensible, c'est la scène qui est sous-titrée, qui est très intéressante parce que d'un côté, ils ont une conversation entre les deux, l'un et l'autre, d'intellectuels sur la photo est-elle un art, et en sous-texte, ils se disent en gros, est-ce qu'on a envie de coucher ensemble ? Bon, ben moi je trouve ça plutôt acceptable de se dire finalement,
la conversation. Si la conversation culturelle est un mode parmi d'autres de conversation amoureuse, bon, c'est pas très grave. C'est mieux que... Je préfère ça plutôt qu'une vraie conversation culturelle où chacun ferait vraiment état, vous voyez, de ses références. Bon, si c'est juste pour passer en sous-main des messages sexuels ou attends... Bon, moi, donc je trouve que c'est plus... Enfin, en tout cas, vu d'ici, c'est-à-dire vu d'un moment du cinéma où ces trucs-là sont totalement rentrés dans les mœurs, des gens qui parlent de ce qu'ils aiment, des films où on voit les gens aller au cinéma et se dire tiens on s'est rencontrés en faisant telle chose. Je trouve que vu d'ici, là il y aurait c'est intéressant de voir par où ça a commencé. Je trouve que c'est plus ambigu que ce qu'on peut dire. Et de ce côté-là, je vais complètement oublier la scène sous-titrée, mais je la trouve vraiment passionnante parce qu'elle nous dit aussi encore une fois que tout ça c'est juste un vernis pour quand est-ce qu'on passe à la casserole, quoi. Enfin, pour résumer, très, merci de trop rapidement. Enfin, il s'agit quand même de ça, quoi. Et je trouve que c'est pas plus mal à la limite, quoi. Même si au même moment, alors ça, je dis un peu choses comme elles me viennent, mais c'est drôle parce que quasiment au même moment, en 77, d'ailleurs dans le même numéro, je crois des Cahiers, ou en tout cas 2 numéros des Cahiers près, sort Une sale histoire de Jean Eustache, dont l'un des propos. Et justement, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Une sale histoire, qui est un film d'Eustache qui est composé presque exclusivement de paroles. Et dans cette parole, il y a un type qui était un grand ami d'Eustache, et un de ses... En fait, alors, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un film entièrement parlé où quelqu'un raconte qu'il a découvert un jour un trou dans des toilettes qui donne accès direct au sexe des femmes. Bon. Et donc, il raconte tout ça. Et à un moment, il dit, bon, c'est quand même génial d'avoir un accès direct au sexe des femmes parce que franchement, je résume, le théâtre de la séduction, tu viens chez moi, je vais chez toi, on va au cinéma, on va au musée, on boit un verre, c'est épuisant. Bon, on pourrait mettre les deux en parallèle, quoi. On voit bien que chez Woody Allen, quand même, 90% du truc, c'est de l'habillage pour aller au lit, quoi. Donc, voilà. Mais je comprends aussi la lassitude telle qu'exprimée par le cinéma de Jean Eustache, de cette espèce qui est peut-être une lassitude, comment dire, qui n'a pas la même signification en France, de dire, oui, hein, cet effort de, alors, oui, bonjour, qu'est-ce que t'aimes comme film, qu'est-ce que t'aimes comme livre, hein, et on a envie de dire, bon, bah, écoute, on s'en fiche en fait de savoir si t'as lu, si t'as aimé le dernier Beckett, moi je me lève tôt demain matin, on éteint la lumière, quoi. Bon. Tout ça, moi, je trouve que ça me passionne beaucoup. Pardon, je suis extrêmement bavard, moi aussi, c'est l'effet Woody Allen. Ah, bah, je suis moins enveloppant, mais aussi bavard. Non, je peux pas le supporter quand je le vois comme ça, là, avec son... Ouais. Bon, tu nous as pas parlé de Jeff Goldblum. Mais c'est Jeff Goldblum, en effet ? J'étais pas sûr. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais il a qu'est-ce qu'il dit ? Je sais plus, un truc au téléphone, vite fait. Ouais. Il y a du monde, hein. Je pense que là aussi, il y a du monde dans ce film de gens comme ça. Il y a Shelley Duvall, absolument. Shelley mais... Bon, Shelley Duvall, ça, elle a un vrai rôle. Un vrai rôle, ouais. Oui, Jeff Goldblum, ouais. Jeff Goldblum, Christopher Walken, il y en a d'autres. Ouais, c'est vachement intéressant, je trouve. D'ailleurs, les deux qui, à la fin, jouent les rôles... c'est étonnant, ce moment, j'avais complètement oublié, quand il adapte sa vie en pièces, puis... En fait, ça fait l'objet d'une scène seulement. Mais j'ai l'impression que les deux acteurs qui jouent la pièce dans la pièce, si je puis dire, ou la pièce dans le film, de les reconnaître. Mais bon. Oui, Jeff Goldblum, ouais. En effet. Ouais. Et puis, moi, j'aime beaucoup cet acteur Tony Roberts, là. Je trouve assez ingrat, enfin assez fat, mais j'aime beaucoup cet acteur. Ouais, qu'on trouve dans plusieurs de ses films, ouais. Je crois que c'est lui aussi... parce que Manhattan, c'est pendant longtemps l'histoire de deux couples, je crois, et puis ils vont se croiser. D'ailleurs, dans Manhattan, alors là, vraiment, le Woody Allen, c'est vrai qu'il a tout. Dans Manhattan, la crainte qui est exprimée ici que Annie Hall soit lesbienne se réalise. Puisque dans Manhattan, vous vous souvenez, il est marié avec Meryl Streep, et Meryl Streep est en couple avec une femme. Donc il a vraiment le tableau de chasse complet, quoi. La pédophilie, la peur du... Enfin, il n'a pas peur, quoi. Mais au moins, il met tout sur la table. Voilà. Mais bon, voilà. Bon. Eh ben... Merci. Bon, j'ai été très très bavard, mais merci beaucoup à vous d'avoir été là. Juste rappeler effectivement qu'on aura un petit problème de date en mars, puisque voilà le problème de gestion de l'emploi du temps, le planning de l'auditorium. Donc on est obligé de reporter la séance de mars qui était Monsieur Arcadine, je crois. Ouais. Et donc vous aurez les nouvelles dates dans le programme qui sortira, le programme papier, d'ici 10 jours.
Et je crois que c'est déjà sur Internet, sinon. Voilà. Donc ne vous fiez pas, voilà, à la petite brochure Ciné Club. Au niveau des dates, vérifiez bien sur le. En revanche, fiez-vous bien à Monsieur Arcane, parce que c'est quand même. Ah bah, ça reste un bon film, disons. C'est pas mal.